Bonjour à tous. Bonjour à notre prochain invité, donc Sébastien Cossin, qui est docteur au CHU de Bordeaux. Merci d'avoir accepté de présenter vos travaux. 25 minutes à peu près consacrées à l'appariement entre données hospitalières et certificats de décès, donc en combinant un moteur de recherche et apprentissage automatique. Euh, Vous êtes en distanciel, mais normalement, ça devrait bien se passer. On se retrouve donc dans 25 minutes pour des questions. Voilà, à vous la parole. Merci, bonjour à tous et merci de nous donner l'opportunité de présenter ce travail donc sur l'appariement entre données hospitalières et certificats de décès. Donc pour présenter qui on est, ce travail a été réalisé dans l'unité IAM, unité hospitalière, donc, qui met en œuvre un entrepôt de données du CHU de Bordeaux en étroite collaboration avec la direction des systèmes d'information et par l'équipe ERIAS, donc, qui est une équipe de recherche en informatique appliquée à la santé dans le centre BPH, centre INSERM U1219. Donc, nous sommes 3 médecins de santé publique spécialisés en informatique médicale, Vianney, Romain et moi-même, à travailler à la fois dans cette unité hospitalière et dans l'équipe de recherche. Gayo Diallo, qui est maître de conférence en informatique, Philippine, qui est passé chez nous, qui était interne de santé publique, et Sering Diouf, qui a fait son Master 2 donc chez nous l'an dernier, justement sur cette problématique que je vais vous présenter. Donc, je vais suivre un plan académique, une introduction, l'état de l'art sur l'appariement de données, la méthode qu'on a sélectionnée, les résultats, une petite discussion. Alors, pourquoi c'est important pour le CHU de Bordeaux de connaître le statut vital? Principalement deux thématiques, donc la recherche clinique, où on a besoin de trouver des patients qui sont éligibles à une recherche, à une étude, qui pourront bénéficier de traitements innovants. Et là, il faut donc filtrer, il faut savoir si le patient est toujours vivant ou s'il est décédé. Et il y a aussi de nombreuses études au CHU de Bordeaux qui sont des études de cohorte où les patients vont être suivis pendant des années. Et parfois, on n'a plus de nouvelles d'un patient, soit il a déménagé, ou soit il est décédé. Donc, c'est très important de mettre à jour le statut vital aussi dans ces études. Deuxième thématique, c'est la gestion des archives. Donc, il y a beaucoup de données informatiques, bien sûr, parce qu'on a un dossier patient informatisé, mais beaucoup de données sont encore au format papier et donc sont stockées dans des archives, dans un grand entrepôt. Ce qui est intéressant, c'est que le CHU est tenu de conserver un dossier patient 10 ans après le décès d'un patient, mais après 10 ans, il a le droit du coup, de détruire physiquement le dossier patient. Et donc, bien sûr, ça va faire des économies et ça va faire d'un point de vue logistique aussi, ça facilite le traitement de ces archives. Alors, le circuit des certificats de décès, le certificat de décès est obligatoire. C'est un médecin qui doit le remplir. Et c'est l'INSEE qui va recevoir le certificat de décès pour enregistrer le décès d'une personne dans sa base nationale. Il y a aussi une petite partie qui va aller au CPI-décès pour enregistrer la cause médicale de décès, ce qui ne va pas nous intéresser ici. Donc, au CHU de Bordeaux, on a environ 2,2 millions de patients qui sont venus et on enregistre seulement les décès intra-hospitaliers, ce qui représente environ 60 000 décès, mais nous n'avons aucune information, et c'était vraiment dommage, aucune information sur les décès extra-hospitaliers. Et il n'y avait aucune solution simple pour les connaître jusqu'au 5 décembre 2019. Jour où Etalab, donc, qui est une administration publique en charge de l'open data en France, qui a publié avec l'INSEE 25 millions de certificats de décès depuis le 1er janvier 70. Et vous voyez ici toutes les informations qu'on va trouver sur ces certificats de décès. Et donc ces certificats de décès sont librement téléchargeables en ligne. Donc notre objectif, c'était d'identifier les décès extra-hospitaliers en rapprochant les identités de la base de données du CHU avec la base de données en open data de l'INSEE. Donc cette problématique, ça s'appelle le record linkage. Donc c'est le processus qui vise à identifier si des enregistrements concernent la même entité en utilisant les identifiants qui sont communs entre ces deux bases de données. Donc ici, l'entité, ça va être le patient, et les identifiants, ça va être le nom, prénom, date de naissance,
qu'on va retrouver donc dans les deux bases de données, celle du CHU, celle de l'INSEE, et on va essayer d'utiliser ces identifiants pour trouver donc la même entité, ça veut dire un patient qui est venu au CHU de Bordeaux et son certificat de décès. Donc quelques définitions pour commencer. Donc un appariement, j'utiliserai aussi le mot d'alignement, c'est le fait de relier une entité d'une base A à une base B. Alors on peut faire des mauvais appariements. Donc par exemple, si on relie un patient du CHU de Bordeaux à un mauvais certificat de décès, donc ça c'est ce qu'on veut éviter, ce qu'on appelle aussi un faux positif. Ce qu'on cherche, c'est de faire des bons appariements. Et on veut aussi diminuer les appariements ratés. Donc, s'il y a un certificat de décès et qu'on peut le rattacher à une personne qui est venue au CHU de Bordeaux, donc c'est ce qu'on appelle aussi des faux négatifs. Il faut éviter les faux négatifs. Ce que je vais appeler identifiant, c'est une caractéristique d'une entité, donc d'un patient, son nom, prénom, sexe, etc. Donc, il y a trois principales approches pour résoudre le problème. Approche déterministe, probabiliste et machine learning. Donc l'approche déterministe consiste simplement à fixer des règles, par exemple sur le nom, prénom, date de naissance et sexe. Et plus on va fixer des règles, plus on va avoir d'identifiants qui vont correspondre, donc plus on va être sûr de notre appariement. Mais il suffit qu'il y ait une règle en fait qui va pas fonctionner et on va rater l'appariement. Donc plus on augmente le nombre de règles, plus on va diminuer le nombre de faux positifs, mais on va aussi augmenter le nombre de faux négatifs. Alors, il y a les méthodes probabilistes, et la plus connue, en fait, repose sur le modèle de Feligni et Sunter, avec deux probabilités U et M. Donc, c'est la méthode la plus utilisée à l'heure actuelle. Donc, je ne vais pas trop en parler, parce que je vais pas la réutiliser ensuite dans le reste de la présentation. Mais peut-être ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est qu'elle fait l'hypothèse de l'indépendance entre les variables, ce que ne fait pas le machine learning, que je vais vous montrer par la suite. Alors, faire les appariements par machine learning, c'est vraiment une approche intéressante. Donc, l'idée, c'est de pondérer en fait l'importance de chaque identifiant à partir d'exemples qu'on va fournir à un algorithme de classification. Mais la difficulté en fait de cette approche de machine learning, c'est qu'il faut fournir des données annotées, donc ce qu'on appelle un gold standard. Donc, il faut montrer à la machine c'est quoi des bons appariements, c'est quoi des mauvais appariements. Pour les bons appariements, donc c'est en général très chronophage à réaliser, donc c'est du temps homme. Et ça pose aussi la question de comment choisir les mauvais appariements. C'est pas si simple. Et donc on va y revenir ensuite. Mais initialement, quand on a commencé ce travail, on ne pensait pas utiliser du machine learning. Alors, une autre notion très importante, et c'est nécessaire lorsqu'on utilise une méthode probabiliste ou par machine learning, c'est que le nombre d'appariements possibles correspond à NA, le nombre d'entités dans la base A, et NB, le nombre d'entités dans la base B. Ici, on a deux bases de données avec plusieurs millions d'enregistrements, et donc ça fait un nombre de combinaisons possibles qui est considérable. Et donc, il faut utiliser une blocking stratégie, donc une stratégie en fait qui va viser à diminuer le nombre de comparaisons qu'on va réaliser. Donc, ça peut être par exemple à base de règles. On va dire qu'on va seulement comparer une entité A à une entité B seulement s'il y a au moins 3 identifiants identiques. Et un autre point important du record linkage, c'est qu'on utilise souvent deux seuils. Un seuil haut qui vise à maximiser donc, la précision. Donc l'idée, c'est qu'on va dire que si la machine fait un appariement, on est sûr que cet appariement est valide parce qu'il y a extrêmement peu de faux positifs. Et donc on va faire confiance à la machine, on va considérer que le patient sera décédé. Si la machine donne une probabilité entre le seuil bas et le seuil haut, il faut qu'un humain revoie cet appariement et le valide. Parce que du coup, on aura le risque d'avoir des faux positifs. Et donc, entre le seuil bas et le seuil haut, on va du coup augmenter le rappel, augmenter la sensibilité en trouvant d'autres appariements. Donc maintenant, je vais vous montrer la pipeline en fait, que nous avons utilisée. Donc, on a utilisé une blocking stratégie basée sur Elasticsearch, après du machine learning pour prédire si un certificat de décès est bien relié à une donnée patient du CHU. Et on a fixé deux seuils. Donc, pour commencer par la première étape, c'est la blocking stratégie avec Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, c'est une base de données orientée documents qui est très utilisée en recherche d'informations.
Et l'idée en fait de cette blocking stratégie, c'est que pour chaque entité du CHU, donc pour chacun des 2,2 millions d'enregistrements de patients au CHU, on va limiter le nombre de comparaisons à n certificats de décès. Donc ce n, on l'a fixé à 10 et je vous expliquerai ensuite comment on l'a déterminé. Mais on va limiter en fait le nombre de comparaisons à n à 10 certificats de décès. Et donc ce seront les 10 premiers certificats de décès retournés par cette base de données qui s'appelle Elasticsearch. Et ce qui est intéressant dans cette base de données, c'est que lorsqu'on envoie une requête pour trouver des certificats de décès, les 10 certificats de décès sont ordonnés par un score qui est basé sur le TF-IDF. Donc ce qu'il faut retenir de ce score, c'est que plus on aura d'identifiants en commun, donc nom, prénom, etc., plus ce score va augmenter, et plus on va matcher sur des valeurs qui sont rares, par exemple un nom ou un prénom qui est rare, plus le score aussi va augmenter. Et inversement, le score va moins augmenter si on match sur un nom moins fréquent, beaucoup plus fréquent, par exemple du coup. Alors, pour vous dire que Elasticsearch, dans la littérature, paradoxalement, c'est très peu décrit comme méthode, mais il y a un autre projet en fait qui s'appelle MatchID. On avait vu ce projet donc, qui visait à relier les certificats de décès aux données de permis de conduire. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'utiliser Elasticsearch. Et en fait, je pense que c'est une excellente idée. Donc, ensuite, il y a la partie machine learning. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, la difficulté, c'est de constituer un gold standard. Et donc là, on a eu l'idée, en fait, d'utiliser les certificats de décès, les décès intra-hospitaliers pour générer automatiquement le gold standard. Alors, pourquoi pourquoi les décès intra-hospitaliers? Donc, ils ont les mêmes identifiants que les décès extra-hospitaliers, c'est-à-dire nom, prénom, sexe, date de naissance et département. Mais ils ont aussi deux identifiants supplémentaires qu'on peut utiliser pour trouver les certificats de décès, la date de décès et le département de décès. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une blocking stratégie en fixant date de décès et département de décès, et on a soulevé les contraintes pour les autres identifiants. Et donc, en faisant ça, on arrive à trouver donc, les certificats de décès des patients qui sont décédés en intra-hospitalier. Et on se rend compte qu'il y a 11% en fait, des alignements qui ne sont pas parfaitement identiques. Il y a 3,7% où il y a une différence sur le nom, 2,7% sur le département de naissance. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour montrer à la machine en fait, que justement l'importance de chacune de ces variables-là et de montrer en fait, qu'il va y avoir en fait, des variables qui ne vont pas parfaitement correspondre. Alors, une fois qu'on a trouvé des bons alignements entre décès intra-hospitalier et certificat de décès, il faut aussi montrer à la machine des faux appariements. Et ce qui a été montré dans la littérature, c'est qu'il ne faut pas les prendre de façon complètement aléatoire. Donc là, vous voyez dans la colonne vrai, là, ça va être le vrai certificat de décès, donc le bon alignement. Bien sûr, c'est un exemple fictif. Et vous voyez que le faux numéro 1, donc c'est le faux en fait qui est le plus proche du vrai. Vous voyez qu'on a à peu près le même prénom, la même date de naissance, le même sexe, le même lieu de naissance, le même pays de naissance. Et donc c'est vraiment proche en fait du vrai certificat de décès. Et si on en prend un de façon complètement aléatoire, je vous ai mis un exemple dans faux numéro X, bah, du coup on ne va pas trouver pas du tout les mêmes identifiants. Et du coup c'est important en fait de sélectionner ces faux appariements dans ce qu'on appelle la zone grise, donc qui soient assez proches en fait des vrais appariements pour justement que la machine apprenne l'importance de chacune des variables et apprenne à bien pondérer chacune des variables. Alors comment on fait pour trouver ces faux appariements? On utilise aussi Elasticsearch. Donc on connaît en fait quel est le bon certificat de décès. Donc on envoie une requête à Elasticsearch pour avoir deux certificats de décès et il y en a forcément un des deux qui sera un mauvais appariement et qui aura le score le plus élevé. Ça signifie qu'il sera vraiment proche du vrai appariement. Donc une fois qu'on a notre gold standard qui est constitué, ensuite on doit le transformer en une matrice de features pour que les algorithmes de classification puissent s'entraîner. Alors on a une features en fait c'est simplement une fonction avec un identifiant du CHU, un identifiant de l'INSEE qui va retourner un nombre réel. Et je vous donne un exemple, par exemple, pour la fonction soundex, où il y a deux chaînes de caractères, et comme la prononciation de ces deux chaînes de caractères est la même, du coup, cette fonction va retourner 1. Et au total, on a créé 40 features sur notre gold standard.
pour l'ensemble des variables. Donc ça peut être soit des mesures de similarité de chaîne de caractères, soit des comparaisons de valeurs, par exemple sexe, date de naissance, est-ce que c'est le même ou pas, et des différences de date aussi, par exemple comparer la date de dernière nouvelle d'un patient à la date de décès sur le certificat de décès. Donc je vous donne un exemple ici. Par exemple, on imagine qu'on a un bon alignement, donc avec une entité du CHU, une entité de l'INSEE. Et donc ici, le nom n'est pas exactement le même, donc on va voir exact nom à 0. Le son, par contre, est le même quand on le prononce, donc le son du nom est à 1. Le sexe est le même, la date de naissance n'est pas la même, mais l'année de naissance est la même. Et comme c'est un bon alignement, on aura une colonne qui s'appelle target, qui vaut 1. Et donc, c'est ça, et la machine donc, va devoir apprendre que cette ligne-là, en fait, est un bon alignement et devoir prédire faire une prédiction de 1 parce que target est à 1. Donc, ensuite, concernant les algorithmes de classification qui ont été utilisés, donc on a suivi les bonnes méthodes pour faire ça. On s'est vite rendu compte que les modèles non linéaires avaient des meilleures performances et on a gardé un modèle de forêt aléatoire et un modèle de réseau de neurones on a cherché leurs hyperparamètres sur un jeu de développement, un jeu de validation, puis on a évalué finalement tout ça sur un jeu de test. Ce qui était intéressant aussi, je pense qu'une étape importante, c'était de sous-échantillonner. Dans notre gold standard, on a beaucoup d'exemples où ça va correspondre parfaitement, 89%, et donc on a diminué cette classe pour justement montrer plus à la machine des exemples où les identifiants en fait ne matchent pas vraiment sur le nom, le sexe, prénom, etc. Donc pour qu'elle apprenne vraiment l'importance de la difficulté à faire ces alignements lorsque ça ne matche pas parfaitement. Et bien sûr, ce qui nous intéressait le plus, c'était d'évaluer la pipeline complète. Donc pour cela, on a utilisé l'année 2019 qu'on avait mis de côté. On a utilisé les décès intra-hospitaliers de 2019 pour mesurer la sensibilité et ce qu'on trouvait pour eux leur certificat de décès. Et on a utilisé des données de patients qui n'étaient pas décédés en 2019, simplement parce qu'ils étaient venus au CHU en 2020, et donc on savait qu'ils n'étaient pas décédés en 2019, pour voir si la machine faisait des faux positifs, donc évaluer la précision. Et en fonction de ces résultats de la pipeline, on a fixé 2 seuils. Alors, pour Elasticsearch, donc on a testé la façon d'indexer dans Elasticsearch de différentes façons et différentes requêtes. Et on a trouvé ce nombre n optimal de 10 qui permet en fait d'avoir, quand un certificat de décès existe, qui soit dans les 10 premiers résultats de Elasticsearch, dans 99,8% des cas. Et on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose d'aller chercher au-delà. Ça augmentait le temps de calcul et puis le machine learning n'arrivait pas forcément à corriger et à prédire que c'était un bon alignement. Donc, on a fixé le nombre de comparaisons à 10 pour chaque entité du CHU de Bordeaux. En termes de machine learning, donc les résultats sont plutôt satisfaisants. Ils arrivent plutôt bien à séparer les bons alignements des mauvais alignements, bien que ces alignements soient assez proches, avec seulement 34 erreurs et 35 erreurs donc pour ces 2 algorithmes. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'évaluation de notre pipeline. On a une sensibilité de 97,5% avec le seuil haut. Donc ça veut dire qu'on rate 2,5% des décès extra-hospitaliers. Et malgré ça, on a quand même un faux positif qu'on n'a pas réussi à écarter. Simplement parce que en fait c'était un patient donc, qui était toujours vivant, d'accord, parce que c'est un faux positif, mais son jumeau était décédé et le premier prénom, c'était un prénom composé, le premier prénom était le même et la machine en fait n'arrive pas à dire que c'était pas le bon appariement, ce qui est très difficile même pour un humain de dire que c'est pas le bon appariement. Et puis on a fixé un seuil bas aussi qui augmente la sensibilité, mais ça demande une revue manuelle des dossiers pour arriver à ce niveau de sensibilité. Donc, quand on met ça en production, donc avec les 2,2 millions de patients, on arrive à trouver 207 000 appariements, dont 160 000 décès extra-hospitaliers qui n'étaient pas du tout connus donc, du CHU de Bordeaux. Et puis, environ 30 000 appariements, donc entre les 2 seuils, entre le seuil bas et le seuil haut, mais ça nécessite de les valider manuellement par un expert humain. En termes de performance, donc c'est pas négligeable, ça prend quand même 3 jours pour traiter environ 1 million de patients et donc environ
une semaine pour traiter l'intégralité, mais bien sûr, on peut paralléliser pour traiter le tout en une journée. Alors bien sûr, quand on évalue une pipeline, il faut toujours essayer de se comparer à une méthode plutôt basique. Ici, la méthode baseline, c'est la méthode déterministe qui trouve, on évalue la sensibilité de cette méthode à 92% environ. Et donc ça veut dire en fait que cette méthode est tout à fait bonne. Elle est très rapide à mettre en place et est tout à fait intéressante. Et ça montre que finalement, les identifiants aussi entre les deux bases sont plutôt bien renseignés, que ça correspond plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est que notre méthode en fait, de machine learning trouve des faux alignements avec cette méthode déterministe parce qu'il y a le risque d'avoir des homonymes, même si ça matche parfaitement sur le nom, prénom, date de naissance et sexe. Et donc, mais ce risque d'homonyme est finalement assez faible. Donc les principaux résultats, c'est que du coup le pipeline a une assez bonne sensibilité, 97,5%, avec un très faible taux de faux positifs, mais qu'il faut avoir ça en tête, qu'il y a toujours un risque, même si la machine est sûre d'elle. 160 000 décès extra-hospitaliers qui n'étaient pas connus du CHU de Bordeaux, et donc il y a beaucoup d'études qui ont bénéficié de cette trouvaille, et donc qui a pu mettre à jour le statut vital, beaucoup d'études de cohorte, et donc 40 000 qui sont décès extra-hospitaliers qui sont survenus avant 2011. Et pourquoi 2011? Donc ça fait plus de 10 ans que ces patients sont décédés, et donc le CHU de Bordeaux peut détruire physiquement ces dossiers-là, et donc gagner, en termes de logistique, gagner de la place pour d'autres dossiers qui vont devoir être stockés. En termes de limite de notre méthode, on s'est aperçu en analysant les erreurs qu'on aurait pu gagner un petit peu en sensibilité si on avait renseigné des synonymes entre des prénoms, notamment sur la francisation des prénoms. Donc dire que par exemple Maria et Marie, c'est la même chose, ce qui est tout à fait faisable dans Elasticsearch d'injecter des synonymes. On n'a pas pris en compte non plus l'inversion des noms-prénoms, ce qui est extrêmement rare, mais on aurait pu gagner peut-être quelques pourcentages encore en sensibilité. Et finalement, tous les résultats que je vous ai présentés, c'est seulement une étude monocentrique, donc qui peut dépendre de la qualité des données qui sont rentrées dans le CHU de Bordeaux. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que notre pipeline va marcher dans un autre établissement? Et donc, c'est l'idée on va en tout cas essayer de proposer notre approche à d'autres établissements. Donc, le code de notre pipeline est open source. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que les training sets, tout ça, c'est partageable parce que c'est complètement anonyme. Et du coup, les modèles pré-entraînés aussi sont partageables. Et donc, vous pouvez réutiliser en fait la pipeline et la mettre en place et essayer de faire des prédictions pour trouver des décès extra-hospitaliers. Donc, nous avons fait une publication scientifique sur ce travail-là, donc qui a été accepté, mais l'article n'est pas encore en ligne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à mon adresse qui est ici. Et les diapositives sont aussi sur le GitHub. Voilà, merci beaucoup. Pas le bon? Si. Merci Sébastien pour cette présentation très claire. On a une première question qui portait plutôt sur l'aspect du début, donc sur comment pour relier vos bases de données via le Gold standard, pourquoi n'utilisez-vous pas le numéro de sécurité sociale? Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, dans les données en fait en open data, on n'a pas ce numéro de sécurité sociale. Effectivement, si on l'avait, ça faciliterait en fait les appariements. Mais en fait, on pourrait faire la démarche de le demander, mais ça demande du coup des autorisations pour faire ça. Alors que là, avec les données open data, en fait, on les télécharge et on fait tout de suite les appariements. D'accord, c'est plutôt une histoire de RGPD peut-être ou de... Oui, exactement. Une deuxième question, avez-vous pensé à d'autres usages que la gestion des archives? Donc le deuxième usage, c'est pour la recherche clinique. Pour trouver des patients éligibles, en fait, on doit trouver des patients éligibles. On nous demande quels sont les patients avec tel et tel critère.
et on doit soustraire du nombre qu'on va trouver les patients qui sont décédés, parce que du coup, ils ne pourront pas bénéficier d'une étude. Donc ça, c'est vraiment le principal autre cas d'usage du CHU de Bordeaux, en plus des archives. Ok, il nous reste une petite minute si certains ont une dernière question peut-être. Ou sinon, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose sur. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite minute pour compléter ou. Non, bah, merci beaucoup, surtout à vous pour l'organisation de cette journée. Puis je vois que la présentation suivante, du coup, c'est l'INSEE et qui va parler aussi peut-être un peu open data. Donc, je pense que vous avez très bien organisé voilà, Ouais, donc l'enchaînement de l'INSEE, cette c'est présentation. celle d'après, mais oui, effectivement, et on aura une présentation de l'INSEE de, de Marilène Henry. Bah, merci beaucoup, à très bientôt en présentiel et bonne continuation pour vos travaux. Merci beaucoup.